Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Pygmalion. Il s'agit d'une pièce de théâtre écrite par Georges Bernard Shaw en 1912. Parce qu'il pleut, des personnes s'abritent sous le porche d'une église à Covent Garden. Freddy n'a pas réussi à trouver un taxi pour sa mère et pour sa sœur. La mère et sa fille le poussent à en rechercher un ailleurs. En retournant faire ses recherches, Freddy percute une marchande de fleurs et fait tomber ses violettes qui sont fichues. La vendeuse l'appelle par son prénom, mais Freddy continue sa route. La vendeuse s'exprime avec un fort accent et sa voix trahit sa position sociale. La mère demande à la vendeuse comment elle connaît le prénom de son fils. La vendeuse demande à la mère le remboursement de ses fleurs. La mère la rembourse malgré la désapprobation de sa fille. La mère demande à la vendeuse comment elle connaît le prénom de son fils. La vendeuse dit qu'elle a utilisé un prénom au hasard. Un gentleman vient s'abriter au porche. La vendeuse lui propose d'acheter ses fleurs. L'homme dit qu'il ne peut pas car il n'a pas de monnaie. La vendeuse lui dit qu'elle pourrait changer une demi-couronne. Cependant, le gentleman n'a que 3 sous qu'il lui donne. Un homme est près de la vendeuse et prend des notes de ce qu'elle dit. Des gens reprochent à la vendeuse ses paroles et son comportement. La vendeuse est prise d'anxiété car elle a peur d'être prise pour une prostituée. Elle clame haut et fort qu'elle est une fille respectable. Le preneur de notes n'est ni un mouchard ni un policier. Il écrit exactement les paroles de la vendeuse telles qu'elle les a prononcées. Le preneur de notes est capable de deviner de quel quartier de Londres proviennent plusieurs individus rien qu'en les écoutant parler. Le preneur de notes rend la vendeuse anxieuse qui quelquefois se met à pleurer. Les dires des spectateurs ne font qu'accroître son mal-être. Le gentleman tente de la réconforter. Le preneur de notes fait remarquer que la pluie s'est arrêtée. La mère et la fille vont continuer leur chemin jusqu'à l'arrêt d'autobus. Le preneur de notes dit qu'il étudie la phonétique et qui est son travail et sa passion. Grâce à la manière de parler des personnes, il sait d'où cette personne provient. La vendeuse n'arrête pas de se plaindre et de pleurer, ce qui énerve le preneur de notes. Selon le preneur de notes, c'est la façon de parler de la vendeuse qui la maintient dans sa pauvreté. S'il arrivait à la faire parler autrement, il serait capable de la faire passer pour une duchesse dans une garden party d'une ambassade, et ce, dans une durée de 3 mois. Le gentleman s'appelle Colonel Pickering et il se dit spécialiste des dialectes indiens. Le preneur de notes s'appelle Henry Higgins et il est l'auteur de l'alphabet universel de Higgins. Il se donne rendez-vous ce soir à l'hôtel de Pickering et Higgins l'invitera chez lui le lendemain. La vendeuse demande à Pickering de lui acheter une fleur car elle a besoin d'argent pour payer son loyer. Il ne veut pas car il n'a vraiment pas de monnaie. Higgins la traite de menteuse car peu auparavant elle a dit qu'elle pouvait changer une demi-couronne. Quand la cloche de l'église sonne, Higgins se sent poussé à donner de l'argent pour la vendeuse. La somme est importante pour elle. Les 2 hommes s'en vont. Freddy revient avec un taxi mais il apprend que sa mère et sa sœur ont pris l'autobus. C'est finalement la vendeuse qui prendra le taxi. Pour faire bien devant Fred, la vendeuse, nommée Elisa ou plus simplement Lisa, demande au chauffeur de la mener à Buckingham Palace. Quand Freddy s'éloigne, elle demande au chauffeur de la mener à Angel Court. La course coûte 1 shilling. Lisa proteste contre le prix et le chauffeur accepte de partir sans être payé. Elisa vit dans une chambre vétuste qu'elle paie 4 shillings par semaine. Le lendemain matin, Higgins est dans son laboratoire à Wimpole Street. Il a fini de faire visiter son laboratoire à Pickering. Higgins peut reconnaître davantage les différentes manières de prononcer une même lettre que Pickering. La gouvernante, qui s'appelle Madame Pierce, vient à eux. Elle dit qu'une femme demande à voir Higgins. C'est Lisa qui entre dans la pièce. Higgins ne voit pas d'intérêt à étudier cette voix car il a déjà fait des études sur l'argot de son quartier et qu'il a déjà enregistré sa voix. Elle lui demande de l'aider à parler autrement pour qu'elle puisse travailler dans une boutique de fleuriste et ne plus vendre des fleurs dans la rue. Elle veut le payer avec l'argent qu'il lui a donné la veille. Higgins accepte car même si la somme proposée est peu élevée, elle représente une grosse part du salaire d'Elisa. Pickering parie que son ami n'arrivera pas à préparer Lisa pour la garden party de l'ambassadeur. C'est Pickering qui paiera les leçons.
Higgins est emballé par le projet, malgré le fait que Madame Pierce soit contre. L'expérience commence le jour même. Higgins pense transformer Lisa en 6 mois ou 3 mois si elle a une bonne oreille. Higgins recommande à Madame Pierce de laver Lisa, de brûler ses vêtements et d'en commander des neufs. La gouvernante lui dit qu'il faudrait qu'il se comporte autrement car il piétine des personnes et prend Lisa comme si elle était un galet. Lisa supporte mal la plaisanterie d'Higgins à propos de personnes qui voudraient se marier avec elle. Elle dit qu'elle veut partir car elle ne veut pas prendre de leçons avec un dingue. Higgins la pousse à partir. Secrètement, personne n'a envie que l'autre parte. On apprend que Lisa n'a plus de parents depuis que sa 6e belle-mère l'a mise à la porte. Puisqu'elle n'appartient à personne, Higgins aimerait s'occuper de son cas. Elle sera nourrie et vêtue. Se pose la question de la rémunération. La gouvernante et Pickering aimeraient que Lisa touche quelque chose, mais Higgins n'est pas de cet avis. Pickering met en lumière que Lisa pourrait avoir une sensibilité, ce à quoi Higgins ne se préoccupe même pas. À la fin de l'expérience, Lisa sera remise dans son milieu, ce qui fait protester la jeune femme qui a envie de partir. Pour l'amadouer, Higgins lui offre du chocolat et lui dit qu'elle pourra prendre le taxi autant de fois qu'elle le voudra. Il lui dit qu'elle épousera un officier de la garde ou le fils d'un marquis. Selon Pickering, il faudrait que Lisa se rende compte de l'expérience. Selon Higgins, Elisa ne comprend pas ce que l'on veut faire d'elle. Pour se faire comprendre d'elle, il faut lui donner des ordres. Si Lisa fait ce que dit Higgins, elle recevra des récompenses. Si elle ne se soumet pas aux ordres d'Higgins, elle recevra une punition. Si à la fin de l'expérience, Lisa parvient à se faire passer pour une lady, elle recevra 7 shillings et 6 pence. La gouvernante amène Lisa dans une chambre d'amis. Elle lui montre la salle de bain. Elisa doit se déshabiller pour être lavée. Lisa est doublement mal à l'aise. Tout d'abord, elle pense que se laver va la mener à la mort, et secondement, Lisa n'a pas l'habitude d'être entièrement nue. La gouvernante la pousse à se déshabiller et à être lavée dans la baignoire. Durant ce temps-là, Higgins explique à Pickering qu'il reste célibataire à cause de l'incompatibilité des aspirations entre les deux personnes d'un couple. Pickering espère qu'Higgins ne cherchera pas à profiter de la situation, ce que confirme son ami. La gouvernante entre avec le chapeau d'Elisa. Higgins garde le chapeau. Madame Pierce demande à Higgins de ne plus être grossier et de mieux se tenir devant Lisa. Higgins ne semble pas avoir remarqué ce trait de caractère chez lui. Madame Pierce annonce l'arrivée de l'éboueur Alfred Doolittle. Cet homme est le père de Lisa et il réclame sa fille. Higgins est prêt à la lui redonner, mais en vérité, le fait qu'Higgins prenne en charge sa fille arrange M. Doolittle. Higgins pense que cet homme veut de l'argent, ce que M. Doolittle réfute. Higgins lui demande comment cela se fait qu'il sache qu'elle est ici. Il dit qu'il a croisé un enfant qui était parti chercher les affaires de Lisa. C'est le père qui les a récupérés et qui les apporte à sa fille. Quand Higgins lui dit qu'il est prêt à lui redonner sa fille, le père se défend. Contre le fait de lui laisser Lisa, M. Doolittle demande 5 livres à Higgins. Higgins et Pickering sont d'abord contre. Le père est si doué dans l'art du discours qu'il récupère les 5 livres. Higgins pense qu'avec une telle façon de parler, il pourrait en 3 mois faire en sorte que M. Doolittle ait à choisir entre un fauteuil ministériel et une chaire de prédication. Doolittle refuse. Il dit qu'il va dépenser les 5 livres en boissons et boire avec sa femme. Higgins lui propose 10 livres, mais Doolittle refuse car trop d'argent va le rendre anxieux. Il explique qu'il ne s'est pas marié à sa femme car elle refuse de se marier avec elle puisqu'il en est l'esclave. En sortant, Doolittle croise sa fille qu'il ne reconnaît pas. Lisa a été lavée et elle est habillée d'une robe japonaise. Higgins invite Doolittle à revenir voir Lisa et son frère qui est clergyman. Une fois son père parti, Lisa explique que le premier métier de son père est terrassier. Lisa veut aller en taxi à Tottenham Court pour remettre à leur place ses amis qui se sont moqués d'elle autrefois. Higgins lui conseille d'attendre ses nouveaux vêtements pour cela. Les nouvelles affaires viennent d'être livrées. Les leçons commencent. Lisa apprend à prononcer correctement l'alphabet ainsi que des mots. Pickering la récompense quand elle réussit quelque chose. Higgins la menace de la punir si elle fait mal quelque chose. Il se passe 3 mois avant la première apparition de Lisa devant la société londonienne. Nous sommes dans l'appartement de Madame Higgins. Il s'agit de son jour de réception. Elle a honte que son fils Higgins vienne la voir à ce moment-là, car elle sait qu'il ne sait pas se tenir.
Higgins dit à sa mère qu'il va faire venir une fleuriste à qui il a appris à bien parler et à bien se tenir. Elle ne devra parler que du temps qu'il fait et s'enquérir de la santé de chacun. Madame Hansford Hill et sa fille Clara, puis le colonel Pickering, puis Freddy se rendent à la réception. Pour le moment, Higgins ne reconnaît pas ces personnes, même s'il a une impression de déjà-vu. Clara dit qu'il serait bien de parler franchement des choses. Higgins pense que ça ne serait pas plaisant. Il dit que même s'ils sont civilisés, ils sont ignorants dans bien des domaines. Lisa fait son apparition. Elle est bien habillée et parle avec aisance. Madame Hansford Hill a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Higgins se souvient d'avoir rencontré les autres à Covent Garden. Lisa s'exprime correctement, mais les sujets sont inappropriés. Elle parle de sa tante qui, selon elle, a été tuée par sa famille, et de l'alcoolisme de sa tante et de son père. Freddy ne peut s'empêcher de rire. Higgins fait comprendre à Lisa qu'il est temps qu'elle parte. Lisa se retire et on devine l'attachement que Freddy a envers elle. Seule Madame Hansford Hill est outragée de la façon de parler de Lisa. Clara dit qu'il s'agit de la nouvelle façon de s'exprimer et qu'elle apprécie cela. La famille Hansford Hill se retire. Freddy aimerait revoir Lisa. Madame Higgins l'invite à venir la voir lors de ses jours de réception. Madame Higgins dit à son fils que Lisa n'est pas présentable. Son fils ne voit pas ce qui cloche dans le langage de Lisa. Madame Higgins dit que ce n'est pas la façon dont parle Lisa qui pose problème, mais de quoi elle parle. Madame Higgins pose le doigt sur un autre problème. Higgins traite Lisa comme une domestique qui doit prendre en charge une partie du travail de la gouvernante. Lisa l'aide à se souvenir de choses qu'il oublie. Les deux hommes parlent à Madame Higgins de l'expérience qu'ils sont en train de mener. Lisa a la capacité d'apprendre vite. Elle a une excellente oreille qui lui sert à répéter des sons ou à rejouer des morceaux de piano. Madame Higgins se rend compte que Lisa est traitée comme une poupée, mais les deux hommes sont capables de voir seulement le mal qu'ils endurent pour la faire changer. Madame Higgins s'inquiète de ce que l'on fera de Lisa par la suite. Elle sera devenue une grande dame et ne pourra plus gagner de salaire en travaillant. Cependant, les deux hommes ne s'en soucient pas. Ils quittent Madame Higgins. Lisa, Pickering et Higgins se rendent à une ambassade. Higgins y rencontre Nepomuk qui est son premier élève. Nepomuk est polyglotte et parle 32 langues. Il surpasse Higgins car il parvient à situer une personne selon le pays d'appartenance alors que le don d'Higgins se cantonne à Londres. Higgins en est jaloux. Lisa est séduisante et elle se présente auprès des invités. L'hôtesse pousse Nepomuk à en savoir plus sur Lisa. Après l'avoir entendu parler, Nepomuk dit que Lisa n'est pas anglaise mais hongroise, comme lui et de sang royal. Quand Higgins dit la vérité, personne ne le croit. Higgins, Pickering et Lisa reviennent de leur soirée. Higgins a gagné son pari. Pickering et Higgins parlent du succès de Lisa mais ils ne s'adressent pas à elle. Le grand dîner et la réception qui ont suivi la Garden Party ont également été un succès. Higgins se plaint du travail qu'il a dû effectuer ces derniers mois pour transformer Lisa. Pickering monte se coucher. Higgins se demande ce qu'il a pu faire de ses pantoufles. Lisa les prend et les lui jette. Elle se laisse aller à un accès de colère. Higgins ne comprend pas pourquoi elle est fâchée contre lui. Lisa lui reproche de l'oublier et de ne pas s'être inquiétée de son sort. Higgins s'en moque bien et met l'accent sur le fait qu'elle a toujours été bien traitée chez lui. Higgins est incapable de comprendre le problème. Pour lui, la fin de l'expérience donne la liberté à Lisa de faire ce qu'elle veut. Higgins lui conseille de se marier. Pour elle, se marier revient à se vendre. Elle se dit incapable de travailler. Il lui dit que Pickering pourrait l'aider à avoir une boutique de fleuriste. Elle se demande si quelque chose lui appartient car tout a été acheté par Pickering. Elle n'aimerait pas qu'on l'accuse de vol. Higgins lui permet de tout prendre à part les bijoux. Elle lui passe les bijoux pour qu'il les mette dans sa chambre car elle ne veut pas courir le risque de leur disparition. Elle lui rend même la bague qu'Higgins lui avait achetée, ce qui le met en colère. Il regrette d'avoir pris Lisa sous son aile. Lisa monte dans sa chambre, met sa tenue de ville et s'en va. Elle rencontre Freddy qui surveillait sa fenêtre. Ils s'embrassent. Quand un policeman les surprend, ils changent de place. Ils s'étreignent. Ils sont encore contraints de bouger quand un policeman les surprend une nouvelle fois. Quand ils s'embrassent, un taxi se présente. Quand ils seront entrés dans le véhicule, Lisa lui racontera son histoire. Elle se rendra le lendemain auprès de Madame Higgins pour savoir quoi faire. Higgins et Pickering se rendent chez Madame Higgins.
Lisa y est aussi, mais elle ne devra apparaître que lorsque Madame Higgins le demandera. Higgins est anxieux car Lisa est partie sans qu'il le sache. Il n'est pas capable d'être organisé sans elle. Les deux hommes ont mis la police sur les traces de Lisa. Monsieur Doolittle veut voir Henry. Il n'est plus éboueur, mais un gentleman. Il arrive très bien habillé. Monsieur Doolittle doit son nouveau statut à une lettre qu'Higgins a écrite à Ezra Wannafeller. Dans sa lettre, Higgins lui a dit que le moraliste le plus original du moment en Angleterre était le nommé Alfred Doolittle. Ezra Wannafeller est maintenant décédé. Monsieur Doolittle a pu hériter d'une rente de 4000 livres par an à la condition qu'il fasse des conférences pour une ligue mondiale de réforme morale. Monsieur Doolittle dit qu'il était plus heureux auparavant. Avant, il demandait de l'argent aux autres. Maintenant, ce sont les autres qui essaient de profiter de lui. Il pense que Lisa va venir le voir pour également profiter de sa nouvelle richesse. Higgins lui fait remarquer qu'il pourrait renoncer au legs. Doolittle lui dit qu'il ne peut pas renoncer à cet argent car auparavant il n'a pas construit une situation telle qu'il ne soit ni dans la grande pauvreté ni dans la richesse. S'il refusait le legs, Doolittle redeviendrait très pauvre et finirait ses jours à l'hospice. Madame Higgins remarque que maintenant Doolittle peut subvenir aux besoins de sa fille. Cependant, Higgins estime que Lisa lui appartient puisqu'il a payé 5 livres à son père. Madame Higgins révèle à son fils que Lisa est dans la maison. Les deux hommes ne comprennent pas pourquoi Lisa a dit à Madame Higgins qu'elle a été traitée avec brutalité. Madame Higgins leur explique qu'ils ne se sont pas intéressés à elle, mais se sont félicités eux-mêmes. Madame Higgins va la faire descendre. Il faut qu'Henry promette de se dominer et c'est ce qu'il fait. Dès que Lisa apparaît, il ne peut se dominer. Lisa est devenue une grande dame, ce qui énerve Higgins qui aurait voulu que la nouvelle femme vienne entièrement de lui. Elle avoue que si elle parvient à bien se tenir, c'est grâce à Pickering et non grâce à Higgins, car ce dernier ne parvient pas à se contrôler. Pickering l'a traitée comme une lady, comme il le ferait avec n'importe quelle autre femme. Higgins n'est capable de la voir que comme une vendeuse de fleurs. Higgins est plein de méchanceté envers Lisa. Selon lui, sans eux, elle retombera dans la misère. Lisa pense qu'elle ne sera pas capable de parler comme elle le faisait auparavant. Quand Doolittle fait son apparition, elle reprend une de ses expressions qu'elle utilisait auparavant. Doolittle dit qu'il va se marier avec la belle-mère de Lisa aujourd'hui. Maintenant qu'ils sont tombés dans la bourgeoisie, sa compagne veut se marier avec lui. Lisa va se rendre au mariage et elle part se préparer. Doolittle est anxieux à propos de son mariage car c'est la première fois qu'il se marie. Il ne s'était pas marié à la mère de Lisa. Il demande à Pickering de l'aider lors du mariage. Madame Higgins veut elle aussi assister au mariage. Elle part se préparer. Doolittle et Pickering sortent également. Lisa et Higgins se retrouvent un moment seuls. Higgins dit qu'il ne peut et ne veut pas changer de comportement envers elle. Si Pickering traite les vendeuses comme des duchesses, Higgins traite les duchesses comme des vendeuses. Il traite tout le monde de la même manière. Quand il dit que la voix et l'apparence d'Elisa lui manquent, elle répond qu'il peut la réécouter sur les enregistrements. Il dit l'avoir méprisée lorsqu'elle lui a apporté ses pantoufles. Il trouve qu'il lui a plus apporté par rapport à ce que Lisa lui a apporté. Il avoue qu'il l'a créée car c'était sa vocation et qu'il n'a jamais pensé aux conséquences. Il se dit indifférent à son sort. Si elle revient, il lui propose de la prendre en charge. Lisa se plaint car Higgins lui a enlevé son indépendance. Il lui propose de l'adopter ou d'épouser Pickering. Elle refuse en disant qu'elle ne l'épouserait pas lui-même, qui est pourtant moins vieux que Pickering. Elle lui parle de Freddy qui lui écrit des lettres, ce qui énerve Higgins. Higgins dit que Freddy sera incapable de faire quelque chose pour elle. Elle aurait voulu de l'amitié entre trois. Elle s'est attachée à eux durant ces derniers mois. Il lui dit que si elle ne peut pas supporter le sérieux de son mode de vie, elle n'a qu'à retourner à son ruisseau. Higgins n'arrête pas de rabaisser Freddy, ce qui n'empêche pas Lisa de vouloir l'épouser. Même si elle peut épouser un meilleur parti, seul l'amour que lui porte Freddy compte pour Lisa. Elle pense à donner des leçons de phonétique ou être assistante de Nepomuk. Il tourne en ridicule ces deux projets. Elle dit qu'elle s'est trop laissée dominer par Higgins et qu'elle n'aurait pas dû se laisser faire. Il est heureux de l'entendre énoncer cette idée. Madame Higgins vient chercher Lisa pour aller au mariage. Madame Higgins ne veut pas qu'Higgins se rende au mariage car il ne sait pas se tenir. Lisa fait ses adieux à Higgins. Ce dernier la charge de commission. Lisa parvient à répondre aux demandes d'Higgins. Madame Higgins pense que Lisa est attachée à Pickering. Higgins lui révèle qu'elle va épouser Freddy tout en riant. Le rideau tombe.
Shaw appelle cette pièce romance car la transfiguration de Lisa est improbable, et non car l'héroïne a épousé le héros. Car elle est jeune, Lisa possède la liberté de choisir son mari. Il ne s'agira pas d'Higgins. Une des raisons du célibat d'Higgins est le fait qu'il est une mère imbattable. Lisa a su qu'elle ne pouvait se mettre entre Higgins et sa mère. Même si sa mère n'aurait pas existé, il y aurait eu d'autres obstacles entre eux tels que la culture, le travail, la supériorité d'Higgins ou la méfiance. Après avoir dit qu'elle n'épouserait pas Higgins, elle mentionne le fait que Freddie lui envoie des lettres. Freddie ne possède pas ce qui rebute Eliza à se marier avec Higgins. Freddie est un homme faible, c'est une des raisons qui a poussé Lisa à vouloir l'épouser. Les gens forts ne cherchent pas à épouser une personne plus forte qu'eux. Le couple Freddie-Lisa fait face à des difficultés économiques. Madame Hansford Hill ne peut pas aider le couple et Freddie ne peut pas se résoudre à avoir un emploi de bureau. Maintenant que le père d'Elisa a un mode de vie mondain, il lui est difficile de vivre avec seulement 4000 livres par an. C'est le colonel qui finance la lune de miel du couple. Si Lisa s'installe à Wimpole Street, elle devra se séparer de Freddie. Lisa aurait aimé enseigner la phonétique, mais Higgins s'oppose sur ce point car il lui faudrait des années d'études avant de pouvoir donner des cours. Le colonel remet sur le tapis l'idée d'une boutique de fleuriste. Freddie avoue avoir pensé à tenir avec Lisa une échoppe ou de vendre des fleurs à Covent Garden. Le couple ouvre finalement une boutique de fleurs. Ils ne parviennent pas à tenir leur boutique et ne font pas de profit. Pickering les aide et le couple suit des cours pour apprendre la comptabilité et la dactylographie. Lisa apprend à écrire auprès d'Higgins. Quand le couple commence à employer d'autres personnes, leur affaire commence à fonctionner. En plus des fleurs, le couple se met à vendre des légumes. Lisa se rend encore à Wimpole Street voir Pickering qui la considère comme sa fille et pour se quereller avec Higgins. Elle rêve de se retrouver sur une île déserte avec Higgins et qu'il lui fasse la cour, mais cela ne reste qu'un rêve. À cause d'une averse, les personnages de différentes catégories sociales se retrouvent ensemble. Nous avons un gentleman qui vient d'Inde, il s'agit du colonel Pickering. Il y a un professeur qui s'appelle Higgins, une marchande de fleurs, une mère, sa fille et son fils qui appartiennent à la classe moyenne ou aisée, ainsi que des personnages non nommés qui appartiennent à différents quartiers de Londres. Nous possédons déjà le trio, Lisa, Higgins, Pickering et qui seront présents dans les prochains actes. Leurs caractères respectifs seront les mêmes par la suite. Nous avons un gentleman compréhensif et tolérant. Il apparaît comme un homme protecteur envers Lisa qui, à la fin de l'acte 1, préfère lui demander une seconde fois de lui acheter des fleurs plutôt que de s'adresser à Higgins. Nous avons un professeur hautain et désobligeant, et nous avons une vendeuse de fleurs grossière et vulgaire. Higgins se sent supérieur aux autres car il possède 2 dons. Il y a le fait de savoir d'où viennent les personnes quand elles lui parlent et le don de pouvoir faire passer une personne pour une autre personne. Higgins joue un double rôle. Il peut savoir l'origine de la personne et il peut cacher l'origine de la personne au monde extérieur en la faisant parler autrement. Higgins paraît être une personne qui a plein pouvoir. Seul lui et son élève savent la vérité. Dans ce premier acte, tout semble équilibré. Les riches profitent des pauvres. Il n'y a qu'à voir le comment Higgins parle à la vendeuse. La première fois qu'il lui parle, il la traite de sotte. Il est méchant qu'envers elle et non envers les autres. Les pauvres profitent des riches. Lisa se fait rembourser son panier de fleurs par la mère alors que c'est son fils qui l'a renversé. Lisa insiste pour vendre des fleurs à Pickering et dit qu'elle peut changer un demi-souverain avant de se plaindre qu'elle n'a pas de quoi payer son loyer. Les riches profitent des riches. La mère et la fille ne se comportent pas bien envers Fred qui doit se démener pour leur chercher un taxi qu'elles ne prendront même pas. Si Lisa est comme cela, c'est par nécessité et c'est aussi à cause de l'héritage familial et de son quartier. En étant si dur avec elle, Higgins la rend responsable de quelque chose dont elle n'est pas responsable. Dans l'acte 2, Higgins apparaît de la même manière qu'à l'acte 1. Il n'est pas violent physiquement envers Lisa, mais il l'est verbalement et recommande à Madame Pierce d'être violente envers elle si elle ne se comporte pas bien. Nous apprenons qu'Higgins ne se rend pas compte de ce défaut. Lisa est la même femme, elle passe son temps à se plaindre, ce qui déplaît à Higgins. Pickering reste passif et n'apporte qu'une aide modérée à Lisa. Nous avons l'introduction de 2 nouveaux personnages. Madame Pierce, elle est dure avec Lisa au début de l'acte, mais elle finit par prendre sa défense en demandant à Higgins de se comporter autrement et de faire attention à l'avenir de Lisa.
Nous avons également Monsieur Doolittle. C'est un homme qui ressemble à Lisa, c'est-à-dire qu'il a besoin de tricher pour survivre. Mais c'est un homme qui possède un art oratoire. Il parvient à faire en sorte qu'Higgins veuille lui donner 5 livres puis 10 livres. En écho à Higgins, il recommande à Higgins d'être violent avec sa fille. Dans l'acte 2, une nouvelle fois tout s'équilibre. Lisa et Higgins ne peuvent se passer l'un de l'autre. Elisa a besoin d'Higgins pour sortir de sa misère. Higgins a besoin d'Elisa sans quoi il ne pourrait pas gagner son pari. Ils exigent que l'autre personne ait le comportement voulu envers eux. Pour y réussir, Elisa menace de partir mais ne part jamais. Pour y réussir, Higgins veut mettre à la porte Lisa mais il ne le fait jamais. Cette situation se retrouve également dans la relation entre Higgins et Doolittle. Doolittle souhaite qu'Higgins garde sa fille. Higgins souhaite garder Elisa. Cependant, aucun des deux personnages ne veut montrer son attention à l'autre. Higgins sait très bien quand il permet à Doolittle de reprendre sa fille que celui-ci ne le fera jamais. Doolittle, en montrant son intérêt qu'il a pour sa fille, ne cherche qu'à avoir un dédommagement financier. Dans l'acte 3, Clara parle du fait qu'il serait bien si les personnes étaient sincères. Or, juste après, Lisa entre dans la pièce. C'est elle la plus grande imposture. Le manque de franchise se déplace d'un bord à l'autre de l'acte. Higgins pense qu'il ne serait pas bien d'être franc, alors que c'est exactement ce qu'il est. Clara pense que la franchise serait une bonne chose, mais elle ne la pratique pas. Le plus étonnant est que Clara pense que la manière de parler de Lisa reflète la manière de s'exprimer aujourd'hui. Il y a deux possibilités. Soit elle ne sort pas et pense que le monde extérieur s'exprime réellement ainsi, soit elle fréquente des personnes qui sont issues du même milieu que Lisa. Higgins pense déjà avoir vu Freddy, Clara et Madame Hansford Hill, mais il met un certain temps avant de savoir où. S'il était si bon dans son domaine, cela ne serait pas arrivé. Madame Hansford Hill a aussi une impression de déjà-vu envers Lisa, mais elle ne parvient pas à savoir où. Pourtant, dans l'acte 1, Freddy, Clara et Madame Hansford Hill l'ont vu et lui ont parlé. Les deux hommes ont appris à Lisa à correctement parler, mais ils ne lui ont pas appris les sujets qu'il faut taire. Lisa se met à employer des expressions qui viennent de son milieu, telles que « faire son affaire ». Madame Hansford Hill est cependant fascinée par l'histoire de Lisa et pose des questions pour en savoir plus. Hélas, les deux hommes sont bien aveugles. Ils sont incapables de remarquer ce qui ne va pas dans l'apparition de Lisa. Madame Higgins leur a indiqué les problèmes. Dans l'acte 2, c'était la gouvernante qui leur a indiqué le problème. Pour se rendre compte des choses qu'ils font, ils ont besoin d'un point de vue extérieur et féminin. Cela dit, même en pointant les problèmes, les deux hommes ne semblent pas les prendre en considération. On apprend que Lisa doit parler et agir comme une duchesse, mais qu'elle travaille comme domestique auprès d'Higgins. Ce dernier oublie où il a mis ses affaires et ses rendez-vous. Même si Higgins se sent supérieur, il possède des imperfections qu'il semble ne pas voir ou dont il trouve une excuse. Dans cet acte, Pickering semble être le double d'Higgins, alors qu'auparavant, il n'était pas aussi semblable. Higgins est également jaloux. Il ne supporte pas d'être dépassé par Nepomuk. Cependant, il n'apprécie pas non plus quand des personnes se trouvent en dessous de lui. Il rectifie même la façon de prononcer de sa mère. Lisa est en même temps sincère et non sincère. La rencontre avec la famille Hill n'est pas une réussite. La seconde rencontre à l'ambassade est par contre une réussite. Ce qui a fait défaut à la première rencontre est finalement ce qui a fait le plus de succès lors du second rendez-vous. Nepomuk ne s'est concentré que sur la manière dont Lisa prononçait les mots et non à ce qu'elle disait. D'ailleurs, la conversation entre eux n'est pas écrite. C'est parce que Lisa parle anglais de manière parfaite et non comme les Anglais le parlent qu'elle passe pour une étrangère. Elle n'a reçu des cours que d'Higgins. Son absence de vision globale des gens vient peut-être de là. Dans le quatrième acte, comme d'habitude, les deux hommes pensent que la réussite du pari ne tient qu'à eux et qu'Elisa n'a aucun rôle là-dedans. Une fois de plus, ils ne pensent pas au futur de Lisa. Pickering monte rapidement se coucher. Ceci permet d'avoir une confrontation entre Lisa et Higgins sans que Pickering intervienne. Lisa est différente des deux premiers actes où elle se plaignait et pleurait. Elle est différente de l'acte 3 où elle semblait soumise aux volontés des deux hommes. Cette fois-ci, elle se défend seule avec des paroles et avec des actes. Ce qui est effrayant, c'est que même en jetant la vérité au visage d'Higgins, il est incapable de la voir. Le seul moment où il semble dérangé est quand Lisa lui redonne sa bague. Il est si énervé qu'il jette la bague dans la cheminée comme peu auparavant Lisa lui a jeté ses pantoufles.
Lisa est venue dans l'espoir de mieux parler afin de pouvoir travailler dans une boutique de fleuriste. Or, maintenant cette idée ne semble plus valide. Comme elle le dit, maintenant que ces hommes l'ont transformée en grande dame, elle ne peut plus travailler. Son seul échappatoire serait de se marier, mais cela revient à se vendre. La situation de Lisa semble inextricable. Elle va avoir besoin d'argent et pourtant elle ne peut plus en gagner et elle ne peut pas dépendre d'un homme pour en avoir. Dès qu'elle sort de la maison, une solution s'offre à elle. Il s'agit de Freddy qui est amoureux d'elle. Le dernier acte s'ouvre sur Higgins et Pickering qui sont anxieux de la disparition de Lisa. Pour la retrouver, ils ont fait appel à la police. Cela signifie qu'ils ne la pensent pas capable de quitter l'habitation de son plein gré, mais qu'elle a peut-être été enlevée. Les deux hommes ne comprennent toujours pas qu'ils ont mal agi envers Lisa. Tout d'abord, Higgins dit ne pas comprendre puisque la dernière fois qu'il a vu Lisa, elle était comme d'habitude. Par la suite, il dira qu'elle a été agressive envers lui. Pickering dira qu'ils se sont quittés la veille dans les meilleurs termes. Quand Higgins revoit Lisa, plusieurs choses l'énervent. Il y a sa façon de s'exprimer et de rester calme après les attaques d'Higgins. Dans l'acte précédent, elle possédait une parole pour répondre à Higgins, mais elle ne se maîtrisait pas encore. Quand elle reprend sa vieille expression lorsqu'elle revoit son père, cela satisfait Higgins. À la fin de l'acte, elle parvient à parler son argot, mais cette fois-ci, c'est car elle le veut bien et non parce qu'elle s'est trompée. La seconde chose qui insupporte Higgins est l'amour que porte Freddy à Lisa. L'idée qu'une personne s'attache à elle et qu'elle puisse vivre sans lui le rend colérique. C'est pour cela qu'il n'arrête pas de dévaluer Freddy. Lisa n'est pas la seule à avoir changé, c'est également le cas de Doolittle. Suite à une plaisanterie d'Higgins, il est devenu très riche. Il remarque que ses relations avec les autres ont changé. Ce sont maintenant les autres qui lui demandent de l'argent. Il présente sa situation comme inconfortable et regrette la vie qu'il avait auparavant. Sa fille la regrette aussi, car en étant vendeuse de fleurs, elle était indépendante. Maintenant, elle aussi se retrouve dans une situation inconfortable. Pour survivre, il faut qu'elle se marie, mais cela reviendrait pour elle à de la prostitution. Elle projette cependant de se marier avec Fred. Elle dit que Fred l'aime, mais elle ne dit jamais qu'elle l'aime. Elle pourrait avoir une approche comme Higgins l'a eu avec elle. Elle pense déjà à ce qu'elle pourrait apporter à Freddy. Elle pense également à donner des cours de phonétique, donc à utiliser les mêmes outils qu'Higgins et peut-être être une nouvelle Pygmalion. Vous voyez cette créature avec son anglais de trottoir, l'anglais qui la maintiendra dans le ruisseau jusqu'à la fin de ses jours. Eh bien, monsieur, en 3 mois, je pourrais faire passer cette fille pour une duchesse dans une garden partie d'ambassade. Je pourrais même lui trouver une place comme femme de chambre ou demoiselle de magasin, ce qui exige le meilleur anglais. Qu'est-ce que c'est que vous dites ? Oui, espèce de feuille de chou écrasée, qui fait honte à la noble architecture de ses colonnes, injure incarnée à la langue anglaise. Je pourrais vous faire passer pour la reine de Saba. Pouvez-vous croire cela ?